Bien avant l'être humain, de nombreux animaux ont su construire des habitations qui inspirèrent par leur forme et leur structure les premiers architectes de maisons. De conception spartiate, mais toujours parfaitement intégrés à leur environnement, ces foyers sur mesure répondent à des besoins identiques aux nôtres. Élever sa progéniture et mettre sa famille à l'abri des dangers et des intempéries. Élaboré avec les moyens du milieu, à coups de bec, de pattes ou de dents, fabriquées en bois, en feuilles ou en adobe, ces constructions témoignent du génie architectural des bêtes. 4 animaux vont ainsi nous montrer comment construire sa maison sans détruire son environnement. Du choix des matériaux à celui de l'emplacement, en passant par la forme du logis, chacun de leurs chantiers nous rappelle à cette évidence: construire pour soi, c'est aussi apprendre à bâtir avec les autres. Quelque part dans le marais Poitevin, vit un rongeur minuscule qui affectionne aussi les grandes plaines et les horizons lointains. Eu égard à sa petite taille, les cabanes végétales qu'il se construit sont prodigieuses, entièrement dissimulées dans les hautes herbes. L'écosystème marécageux qui vit au rythme lent de l'eau qui s'écoule sied parfaitement à ce micro-architecte adepte des roselières. Apparu sur Terre il y a 10 millions d'années, le rat des moissons est le plus petit mammifère architecte d'Europe. Pesant tout au plus 5 grammes, à peine le poids d'un morceau de sucre, et mesurant de tout son long 7 cm, le rat des moissons est un voltigeur né. À son réveil, cet acrobate des hautes tiges aime jouer aux funambules. Ce goût des cabrioles, il le partage avec ses compagnons du grand air. Évidemment, dans les marécages, un faux pas et c'est la chute dans l'eau. Heureusement, sans incidence, le rongeur sait nager. Avantage qu'il use au besoin pour échapper au danger. Minus, mais Maus costaud. Cette dextérité, le rat des moissons la doit à des phalanges autobloquantes qui, au contact des tiges, s'actionnent instantanément. Ce dispositif économe en énergie le prédispose à jouer les équilibristes plutôt qu'à marcher sur le sol. Quant à sa queue préhensile, elle l'aide à se maintenir ou à faire balancier. Originaire de Chine, se logeant au creux des bocages ou en bordure des champs, le rat des moissons aurait, une tige après l'autre, colonisé les écosystèmes humides d'Asie centrale jusqu'à l'Europe. En été, le rat des moissons aime profiter de la tiédeur de la nuit pour sortir son museau. Habitude que ce noctambule hyperactif partage avec certains de ses prédateurs qui savent se faire encore plus discrets. Le moyen duc est à l'affût de son prochain repas. Sans le moindre bruissement d'ailes, son envol est souvent fatal. Dans cette pénombre, difficile de dire si c'est un petit camarade de buisson qui est tombé sous les serres du rapace. Figé sous sa feuille, le jeune mâle sonde l'air de ses vibrisses. Ses moustaches sensorielles lui permettent de détecter les dangers sans se faire remarquer.
Quand il reprend ses acrobaties, ses vibrisses se transforment en radars et assistent ses 5 autres sens pour déterminer la bonne trajectoire ou le geste qui sauve. Formant des petits groupes épars au gré des roselières, le rat des moissons profite de ses virées nocturnes pour croquer la vie à pleines dents. Extraire la pulpe des tiges, faire les yeux doux au détour d'un épi, tout émoustillé, reprendre son grignotage un peu plus loin, et, sait-on jamais, si la belle refait surface, s'épouiller en règle en tâchant de ne pas disparaître au premier coup de vent. Chez le rat des moissons, c'est la femelle qui choisit l'élu de son cœur. Et ce soir, ce Roméo des épis, qui chante la sérénade et joue du Shakespeare au clair de lune, semble bien parti pour séduire la belle Juliette au marécage dormant. Quelques jours après leur rencontre, la femelle s'applique à déployer ses talents d'architecte. Désormais, dans son ventre, palpite la vie. 3 ou 4 chaumes adroitement reliés par des feuilles constituent les piliers de sa cahute. Lacérés et tressés, ils formeront au sol le tatami. À l'aide d'autres feuilles, habilement entrelacées, elle tissera enfin un dôme sphérique en guise de toit. Défiant la gravité, la femelle s'exercera ainsi durant plusieurs nuits à construire des cabanes. La plus aboutie servira de cocon pour accueillir ses petits. À quelques encablures de sa douce, le mâle se construit des petites garçonnières. Éparpillées un peu partout, ces paillotes éphémères lui permettent de mener en toute discrétion une vie de polygame invétéré. Encouragée par les rayons chauds du soleil, la nature se réveille doucement dans le bocage. Dans les branches, il y a déjà des lève-tôt qui scrutent les fourrés en quête de chair fraîche. Prudent, le mâle se hisse en haut de son mât pour sonder de ses vibrisses l'atmosphère du petit matin. Sur Terre, les hérons sont aussi en chasse du petit champion de l'acrobranche. Mais les épis de blé ont l'air si tendres que l'appel du ventre a raison de sa prudence. Trop préoccupé par son repas, le rat des moissons relâche son attention. Heureusement pour lui, le faucon cresserelle en avait après une autre proie. Manger ou être mangé, ainsi va la vie dans les bosquets du marécage. Doté d'un cœur qui bat jusqu'à 1100 pulsations par minute, le rat des moissons doit, pour maintenir ce tempo d'athlète, constamment grignoter. Ce qu'il aime par-dessus tout, ce sont les fructifications et les chaumes de graminées, sans faire la fine bouche devant des criquets, des chenilles ou d'autres insectes.
Au-dessus de lui, quelque part dans les épis, sa femelle s'agite soudainement dans son pavillon végétal. À cette époque de l'année, la saison des amours bat son plein dans le marécage. À l'abri des regards, la femelle donne naissance à 4 petits. Remonté pour l'occasion, le mâle contemple la couvée. Délicatement, elle s'empresse de toiletter ses souriceaux pour faire circuler leur sang et les éveiller à la vie. Bien vite, le mâle repart en goguette. Mais sur son territoire grand comme la moitié d'un terrain de foot, l'attendent encore beaucoup d'autres surprises. Où qu'il aille, ce micro-architecte aiguise les appétits. Sous l'eau, une couleuvre à collier l'a repéré. Que faire ? Sa femelle couvant ses petits n'est pas loin. Si le serpent les détecte, il n'en fera qu'une bouchée. En voltigeur né, guidé par son sens aigu de l'orientation, le mâle tente de déjouer le reptile. Pas question de servir de repas à ce ventripoteux. Avertie par ses vibrisses, la femelle retape en toute hâte un de ses cabanons de secours prévus à cet effet. Puis, l'un après l'autre, elle s'active à y déménager en lieu sûr ses petits. Ces fragiles paillotes sont la réponse du rat des moissons pour habiter les champs et les zones humides. Sans ces constructions, il ne pourrait butiner les fleurs et les féconder, grignoter les graines et les disséminer, ni donner sa vie à la grande histoire des bocages et des marécages dormants. Dans la pampa uruguayenne, persistent en marge des plaines herbeuses quelques rares îlots d'une forêt atlantique autrefois beaucoup plus vaste. Sous ces latitudes, le regain de chaleur annonce le retour du printemps austral. Parmi les hôtes de ces bois à l'écosystème subtropical foisonnant, une espèce d'oiseau a élu domicile en hauteur sur les branches des grands arbres. Difficile de rater son énorme nid. En forme de four à pain, il lui a valu son nom de fournier, terme qui désignait autrefois les boulangers. Et fournier roux, car parmi les fourniers, cette espèce arbore un joli plumage chamoisé. Mesurant en moyenne 20 cm pour un poids plume de 50 grammes, le fournier roux est une espèce de passereau endémique du continent sud-américain. Après avoir déterminé l'emplacement idéal où il va fonder son foyer, l'oiseau construit son nid. Ou plutôt, le couple. Être à deux quand on ambitionne de construire un tel édifice n'est pas une option. Unis pour la vie, à coups de pattes et de bec, cette complicité tout en rousseur rappelle les faits et gestes des premiers maçons.
Adeptes des circuits courts, les fourniers roux s'approvisionnent en matériaux de construction au pied des arbres. Ici, ils collectent la terre argileuse, l'eau, et pour prévenir les fissures au séchage, ils ajoutent quelques brindilles d'herbe ou poils d'animaux. La composition de leur nid est identique à celle de nos maisons en adobe. En guise d'outil, il y a le coup de bec façon truelle pour le gros œuvre, façon burin pour arrondir les angles ou façon taloche pour le lissage et les finitions. La femelle vacher luisant est une inconditionnelle de ces petites masures au standing 4 étoiles. Au premier coup de pioche, cet oiseau parasite fait le siège devant le nid des fourniers roux dans l'espoir d'y pondre ses œufs. Le couple n'est pas dupe de ce petit jeu d'espionnage. Imperturbables, les deux passereaux poursuivent leur chantier en veillant à bien respecter les temps de séchage entre les différentes couches de mortier. Après 2 semaines d'un va-et-vient incessant, les fourniers roux viennent à bout du gros œuvre. Le couple s'attaque ensuite à l'érection de la cloison intérieure qui délimitera 2 espaces, le couloir d'accès et la chambre nuptiale. Rien n'est laissé au hasard. Tout est tiré au cordeau, de l'entrée aux espaces intérieurs, jusqu'à obtenir un foyer aux dimensions exactes des parents. Matériau à grande inertie thermique, l'adobe protégera la famille de la chaleur le jour, du froid la nuit et de la pluie. Les fourniers roux réaliseront ainsi l'exploit d'édifier en un mois, parfois à plus de 15 mètres du sol, un nid pesant pas loin de 5 kilos. La remise des clés du chantier est acclamée par de retentissants ramages. Une parade qui permet au couple d'affirmer sa propriété sur la maison et la branche où désormais il réside. Pour la femelle vacher luisant, c'est le signal. Son horloge biologique est désormais enclenchée. Tandis que les fourniers roux finissent d'apporter la literie, elle tente de s'y infiltrer à leur insu. Conscient du danger, le couple monte la garde, n'hésitant pas au besoin à ouvrir le bec et à gonfler les plumes. Mais la femelle vachée sait faire montre de patience et essaye par tous les côtés. Ratée. Souvent éconduite, elle persévère. L'enjeu est vital pour s'aligner. Peut-être en contournant par derrière. Le couple redouble de vigilance devant l'entrée de son nid. Et pour cause. L'habitation convoitée est luxueuse. Le dôme ouvre sur l'extérieur par une unique issue qui garantit au logis une certaine inviolabilité. Tout en spirale, l'alcôve, séparée de l'entrée par une cloison, accueillera sur un matelas moelleux les oisillons.
Durant une dizaine de jours, les parents se relaieront sur la couche pour couver les œufs jusqu'à leur éclosion. L'ouverture de la chasse aux vers de terre trahit la naissance des oisillons. À peine sortis de leur coquille, les petits chérubins ont déjà très faim et le font savoir par des pépiments incessants. Les fournis roux ne ménagent pas leurs efforts. Pendant 3 semaines, un énième pont aérien entre le sol et le nid se met en place pour les nourrir. La femelle vachée sait que c'est maintenant ou jamais. Gardant toujours un œil sur les propriétaires, elle recommence son tour de passe-passe. Se rapprochant incognito du nid, elle attend le moment opportun pour s'y infiltrer. Dedans, les yeux rivés vers l'issue, 10 secondes top chrono lui suffisent pour y pondre ses 2 œufs. Bien que délogée manu militari, elle reste là, en bravant le courroux du couple pour observer leur réaction. Le choix du timing est crucial. Si elle pond trop tôt, ses œufs seraient démasqués et systématiquement détruits par le couple. Trop tard, ces petits mourraient de froid ou de faim dans un nid rapidement délaissé par les oisillons des fournis roux une fois grands. La vie reprend son cours sous le dôme en terre cuite. Très à cheval sur la literie, entre 2 becquets, le couple parental fait régulièrement le ménage. Et pour éviter toute contamination, il rejette en dehors du nid les fientes des petits. Avec le temps, encouragés par leurs parents, les poussins deviennent propres et ne font plus sur leur couche. Bien des dangers guettent encore les petits avant leur envol. L'expérience des parents y est pour beaucoup dans le succès de cette entreprise. Construire un nid est une chose. Choisir son emplacement en est une autre. Et ce couple arrivé en dernier dans l'arbre a construit sans le savoir sur une branche exposée aux prédateurs terrestres. Courteau et maladroit, mesurant pas loin d'1,50 m, le tégu n'est pas un très bon grimpeur. Mais l'odeur alléchante des oisillons qui vient titiller sa langue pourrait bien le convaincre de prendre quelques risques. Non sans peine, le tégu parvient à se hisser sur le haut du tronc. Cette fourberie de saurien a été repérée par un autre reptile, le Philodrias de Patagonie. Mais la place est déjà prise par ce plus gros que lui, qui se sent pour l'occasion pousser des ailes.
Bien installé, le serpent attend son tour en dévorant des yeux la scène. Sans plus attendre, le serpent s'élance vers le nid. De son côté, le tégu, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Tout aussi piètre grimpeur, le Philodrias joue son va-tout sur sa discrétion. Si le sort de ce nid trop bas semble être scellé, ces maisons en adobe n'en demeurent pas moins une adaptation réussie des fourniers roux à l'écosystème humide de la pampa. En dépit de toute l'énergie qu'ils investissent pour les bâtir, les nids sont abandonnés par les couples pour en construire un nouveau l'année suivante. L'ancien nid, lui, servira de refuge à d'autres animaux avant de retourner à l'état de poussière, recyclé par la nature. Sur le vieux continent, un architecte de maison d'un tout autre style a élu domicile au royaume des arbres et des fleurs des sous-bois. Bien que faisant encore l'objet de campagnes d'abattage cruelles, l'animal continue au péril de sa vie à soulever des montagnes pour construire ses terriers. Ce qu'il aime par-dessus tout, ce sont les endroits à couvert. Orientés plein sud, tamisés par des branches qui les maintiennent à la discrétion des malvenus, ces nombreuses issues à flanc de coteaux trahissent en ces lieux sa présence. Une grosse truffe noire, des oreilles ourlées de blanc et une frimousse zébrée ne laissent aucun doute sur son identité. Essentiellement crépusculaire et nocturne, ce mammifère, quand il n'est pas dehors, aime se prélasser en famille au creux des chambres de son vaste terrier. De solides pattes charnues et griffues, un corps puissant taillé pour les profondeurs, son anatomie lui permet de creuser n'importe quel sol meuble pour trouver de la nourriture et construire en souplex ses gigantesques résidences. Le blaireau, bien nommé petit ours de nos campagnes, est apparu dans les forêts d'Eurasie il y a 800 000 ans. Dehors, la blairelle et ses petits blairotins sont déjà en train de s'épouiller vigoureusement sous les regards circonspects du voisinage. Contrairement aux idées répandues, le blaireau n'est pas une boule de poils puante. Il est même très soucieux de son hygiène corporelle. Ce rituel immuable, les blaireaux le pratiquent également pour identifier par des marqueurs odorants les membres d'un même clan, qui par endroits peut atteindre une trentaine d'individus. Pendant que les blairotins s'occupent à jouer et à farfouiller le sol avec leur mère, le mâle s'éclipse à ses affaires. Ce matin,
il s'emploie à déblayer une ouverture. Dès qu'il peut, toujours inquiet pour la sécurité de sa famille, il s'échine à aménager et à agrandir son terrier. Appelé « gueule », cette énième issue viendra compléter le dispositif complexe d'entrée-sortie de son immense château souterrain. Partout où il va, même chez lui, le blaireau est troublé par les odeurs qui envahissent sa truffe. Myope comme une taupe, il doit se fier à son odorat extrêmement développé pour avancer. Établi sur un terrain meuble et bien drainé, un terrier de blaireau, à ses débuts, s'étend sur 10 à 15 mètres de long et autant de large. Les différentes chambres de l'édifice, garnies de feuilles et d'herbes, sont reliées entre elles par un dédale de galeries, pourvues d'entrées qui servent aussi d'issue de secours. Occupée par un clan, une blairotière se transmet d'une génération à l'autre. Avec le temps, elle s'enfle et s'étend pour prendre des allures de château souterrain. Dotée d'une quarantaine de chambres et une centaine de sorties, une blairotière peut dépasser les 2000 mètres carrés. Le blaireau est un formidable terrassier capable de déblayer en une vie plus de 40 tonnes de terre pour l'aménagement de son foyer. Cette performance, ce forçat la met volontiers au service de ceux qui ne savent pas construire. Quand il n'occupe pas une des ailes de sa forteresse, le blaireau la laisse ouverte à tout venant. En fin de journée, le mâle part en chasse. Le ver de terre constitue son plat favori. Mais malheureusement, en raison d'une agriculture intensive qui appauvrit les sols, il se raréfie un peu partout. Solitaire quand il vagabonde, il évite au maximum les rencontres de peur d'être démasqué. Né au vent, faisant une confiance aveugle à son odorat et à son ouïe fine, le blaireau poursuit son furetage. Omnivore opportuniste, le mustélidé mange tout ce qui interpelle sa grosse truffe noire. Champignons, mollusques, batraciens, serpents, insectes, végétaux, gallinacés, voire de petits rongeurs malchanceux. Cette fois-ci, c'est une taupe qui en fait les frais. Le peuple des forêts, qui le voit furtivement passer en lisière de son habitat, connaît bien son rôle d'espèce parapluie. C'est-à-dire, quand il prélève ici ou là sa dîme, le blaireau régule les populations et permet ainsi à un plus grand nombre d'espèces animales et végétales de cohabiter. En farfouillant profondément la terre, il aère les sols et les régénère. Le blaireau gère les stocks de graines qui n'attendent que son coup de patte pour germer ou se mettre en dormance. Un savoir-faire qu'il maîtrise à merveille et qui profite à tous les habitants de la forêt. En
Encore trop souvent traqué jusque dans son terrier, le blaireau guette pourtant le moindre signal de trêve de la part de l'homme pour reprendre officiellement son œuvre de terrassier. Ce génie architectural au service de la biodiversité, il n'est pas le seul à vouloir le perpétuer. C'est le cas notamment du plus gros rongeur d'Europe, qui a récemment réinvesti les rivières de nos campagnes, après en avoir été pourchassé jusqu'à sa quasi-extinction. Dans cet écosystème, constitué de vastes étendues de tourbières, de landes et de forêts, entrecoupées de cours d'eau qui abritent une incroyable diversité de faunes et de flore, vit un animal légendaire pour ses constructions en bois au beau milieu d'un plan d'eau. Essentiellement nocturne, ses voisins de rivage peuvent toutefois l'apercevoir non loin de sa hutte, dans les lueurs crépusculaires d'un beau soir d'été ou au petit matin. Pour cette mère castor, la journée commence par une intense séance de toilettage. Ce rituel au peigne fin lui permet de s'épouiller, mais aussi de prélever au niveau de ses glandes anales du castoreum, sécrétion huileuse et odorante que ces rongeurs amphibies utilisent pour imperméabiliser leur pelage et marquer leur territoire. Quand on est un herbivore de 35 kg de muscles, rien de tel avant d'aller travailler qu'un copieux repas de végétaux. L'émail de ces incisives, qui poussent en continu, aussi tranchantes qu'une bonne hache, contient du fer qui le renforce, ce qui permet au castor de prélever les parties tendres des branches, tout comme d'abattre des arbres de plus d'1 mètre de diamètre. Les pluies obligent les castors à entretenir et à réparer régulièrement leurs barrages. Pour ce juvénile né l'an dernier, c'est l'occasion de mettre à l'épreuve ses compétences en ingénierie hydraulique apprises aux côtés de ses parents. Son travail consiste à enchevêtrer des branches sur le haut du barrage, puis à colmater les interstices restants avec un amalgame compact de feuilles, de pierres et de poux. Ce premier barrage réparé, le juvénile passe au suivant. Son territoire établi au fil de l'eau compte plus d'une dizaine de barrages en cascade. Ce complexe hydraulique assure la sécurité de la hutte. Lors de sa tournée d'inspection des bassins, le castor cherche à déceler une variation anormale du niveau d'eau. Au moindre doute, l'architecte joue de ses incisives et passe à l'action. Pour bâtir ses ouvrages et se nourrir, l'arbre est le matériau favori du castor. Mais à la différence des bûcherons, si le rongeur ne peut replanter ce qu'il a débité, il a su coévoluer avec des essences d'arbres telles que le saule, le tremble ou le bouleau, qui, une fois coupés, recèpent abondamment par leur souche. Tandis que le juvénile continue seul les réparations, le mâle, chargé de victuailles, reprend la direction de la hutte. Doté de pattes palmées et d'une puissante queue qui lui sert autant de gouvernail que de propulseur, le castor est un nageur hors pair.
Il y a quelques semaines, sa femelle a donné naissance à 4 castorins. Quand elle allaite, lui et son juvénile se relayent à son chevet pour lui apporter de quoi manger. Déjà bien sur leurs pattes, les castorins réclament maintenant plus de place. Soucieux de sa progéniture, le mâle s'exécute et réaménage patiemment l'intérieur du logis. Un chantier de hutte commence par un amoncellement de branches habilement positionnées les unes par-dessus les autres jusqu'à former un tas à fleur d'eau. Le castor creuse ensuite sous l'eau 1 à 2 issues dans le dur de la berge pour atteindre l'intérieur de l'édifice. Une fois dessous, il ronge et excave le bois pour obtenir un premier espace, le seuil, puis un deuxième un peu plus haut qui servira de chambre à coucher, le tout équipé d'une cheminée d'aération. De l'extérieur, il calfeutrera les trous avec de la boue et des feuilles pour assurer à la hutte une parfaite étanchéité. Arc-boutée à la berge, telle une place forte à la Vauban, la hutte abrite le couple de castors, unis pour la vie. Ainsi protégés des assaillants et des aléas du climat, ils enfanteront chaque année de 2 à 4 castorins, qui resteront 2 ans avant de partir fonder leur propre foyer. Le mâle a créé sur un des côtés de la hutte une issue escamotable pour permettre à ses petits de sortir nager. Cette première émancipation se fait au contact permanent des adultes. Un castorin flotte comme un bouchon. Il ne peut plonger ni se noyer. Mais, ivre de joie à barboter, il peut s'égarer et se perdre derrière n'importe quelle branche. Il y a plusieurs années, ce couple de castors s'est installé dans la ripisylve, une forêt bordant le lit d'une rivière. Ce choix, ils ne l'ont pas fait au hasard d'un cours d'eau fortuitement traversé. Ils ont d'abord dû s'assurer que la rivière était pérenne et l'environnement verdoyant, capable d'accueillir leur descendance durant de longues années. Pâteau sur la terre ferme, le castor aime rester discret dans l'eau le plus longtemps possible. Gourmand, toujours en quête de rameaux tendres, il s'aménage alors des voies d'eau et des toboggans dans les berges pour atteindre et sillonner les endroits les plus reculés de son domaine. Creusés à coups de pattes et de dents, à la perpendiculaire des bassins, ces canaux sont parfois éloignés à plus de 130 mètres du cours d'eau principal. Le castor est un bourreau de travail. À peine levé, qu'il taille des arbres, entretient sa hutte, construit ou répare des barrages. Cette dépense en continu de calories, le rongeur la compense en grignotant de la verdure à longueur de temps. À tel point que pour couvrir ses besoins, ce couple débite plus d'une centaine d'arbres par an. Le castor est-il une espèce nuisible ou un ingénieur au comportement vertueux? Ses voisins de rivage semblent avoir tranché sur la question. Depuis l'arrivée du couple sur ce bras de rivière, toute une chaîne alimentaire s'est mise en place, où chaque espèce peut dorénavant tirer son épingle du jeu. Que ce soit sous l'eau ou hors de l'eau,
le rongeur architecte propose un nouvel équilibre. Il permet à la nature d'atteindre un optimum de biodiversité qui reflète sa gestion raisonnée de l'environnement. Ce matin, tandis que le juvénile s'active à collecter des fougères pour changer la litière des castorins, le mâle reçoit l'aide impromptue d'un couple de rats musqués. D'apparence similaire au castor, le rat musqué s'en distingue par une taille plus petite et sa longue queue ronde. Cette présence, le mâle la tolère tant que ses petits cousins d'Amérique donnent un coup de main aux tâches ménagères et n'empiètent pas sur son espace vital. Importé en Europe pour sa fourrure, le rat musqué n'est pas à proprement parler un rat, mais un mulot de grande taille qui s'est adapté à la vie semi-aquatique. Comme il est diurne, et le castor essentiellement nocturne, cette cohabitation permet à l'architecte d'avoir toujours un œil espion qui traîne sur l'état de son domaine. Pour les rats musqués, cette hutte est une bénédiction. Un havre de paix où ils peuvent s'abriter des intempéries. Et le castor, un grand frère protecteur contre les prédateurs. Le mâle siffle la fin de la récré. Il fait place nette pour préparer la sortie de ses petits bouchons. Dès que les castorins sont en nage, les parents les sortent pour les familiariser avec leur environnement. À commencer par le réfectoire, où ils apprennent les rudiments du savoir-vivre façon castor. Le juvénile est sur le qui-vive. Parmi les castorins, il y a toujours un casse-cou qui veut battre avant l'heure la campagne. Mais les environs sont truffés de prédateurs tels que le chien, le loup, le renard ou l'aigle qui en feraient bien leur repas. Une frappe d'alerte. Spontanément, le castorin rebrousse chemin jusqu'au rivage. Escorté par son frère aîné, il est prié de retourner de l'autre côté du bassin jusqu'au réfectoire. Émerveillés par leur art de vivre et l'ingéniosité de leur chantier, les peuples premiers d'Amérique du Nord avaient coutume d'appeler les castors les petits frères qui parlent. Il est l'heure pour les castorins d'aller dormir. Le dernier rentré, le juvénile obstrue l'issue temporaire qui leur permet de sortir sans avoir à plonger. La hutte du castor est plus qu'un abri. Trônant sur une mare d'eau, elle est le centre d'un écosystème où peuvent graviter à nouveau de nombreuses espèces. Elle concrétise l'ambition de cet ingénieur qui aménage les rivières pour y installer sa famille et faire bonne fortune.
Ce qui caractérise les animaux architectes, blaireaux, rats des moissons, castors ou fourniers roux, c'est leur faculté à construire sans épuiser leur environnement. Ils ont en cela inspiré les arts et métiers et les architectures des premières civilisations. Mais aujourd'hui, ils sont bien les seuls à être restés fidèles à la terre et à œuvrer concrètement pour la sauvegarde de cette maison commune.